Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environex. Bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Aujourd'hui, un entretien hyper intéressant avec Grégoire Guillemin, qui est infirmier anesthésiste et qui est également spécialiste de la préparation mentale. Il y a quelques années, un épisode d'épuisement professionnel a amené Grégoire à revoir complètement son approche des soins et depuis ce temps, il aide les chirurgiens à gérer le stress en salle d'opération et à mieux se préparer. Il s'agit donc d'un sujet qui me touche personnellement et je suis certain que vous allez adorer cette entrevue avec Grégoire Guillemin. Bonne écoute. Grégoire, bon midi. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado La Santé au-delà des mots, donc pour discuter de ton parcours puis de ton travail d'accompagnement des chirurgiens en salle d'opération, donc au point de vue, je veux dire, mental. En tout cas, tu sauras me préciser un peu ton travail. Et on en parlait un peu avant d'entrer en ligne. Tu ne t'occupes pas du burn-out, mais ce sont des sujets qui se recoupent tous un peu, le stress, l'anxiété. Non seulement ça se recoupe, mais en plus, ce sont des problèmes, puis tu sauras me le dire également, qui viennent du travail, qui vont à la maison. Tout ça, tout est un peu relié, je pense. Surtout dans ce métier-là, je pense, où on amène souvent le travail à la maison. Puis, c'est une chose qui est de plus en plus à l'avant-scène, tout au moins au Québec, là, de notre côté, avec des collègues dans mon association qui se sont enlevés la vie au cours des dernières années. Donc, on n'est pas ici pour parler de cela, mais peut-être pour parler de certains éléments qui pourraient nous empêcher d'y arriver. En tout cas, je voyais ça un peu comme ça, donc je te remercie de prendre le temps là, donc, pour discuter de tout cela. C'est moi qui te remercie de ton invitation, c'est très sympa. En plus, je pense que du coup, tu es mon premier Québécois officiel avec qui je parle à 50 ans. Je suis très content. Écoute. Je vais te rejoindre sur un point parce qu'en fait, il n'y a pas que chez vous que ça devient, les facteurs humains prennent une importance considérable dans la médecine et c'est une bonne chose parce qu'en effet, on a des métiers qui nécessitent une performance durable et qui malheureusement, cette performance n'est pas du tout enseignée ni entraînée dans nos milieux, je pense ni chez vous ni chez nous. C'est malheureux parce que en effet, il y a des collègues qui se suicident et moi, mon travail n'est pas, comme je te l'avais dit, de traiter à proprement parler le burn-out, je ne suis pas du tout un thérapeute. Par contre, mon action se situe en amont, c'est-à-dire que je vais être plus dans la prévention des syndromes d'épuisement. Et c'est là que ça prend tout son sens. Explique-moi comment tu as... D'abord, parle-moi de toi, ta carrière. D'abord, tu as une profession qui n'existe pas vraiment au Québec, donc infirmier anesthésiste. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet que je trouve assez niché, je dirais quand même? C'est super niché. Alors, en fait... Initialement, donc, je suis infirmier anesthésiste. Donc,
un peu l'équivalent des inhalothérapeutes chez vous. C'est-à-dire que je suis paramédical de formation, mais j'ai passé 2 diplômes. J'ai passé un diplôme générique, puis après un certain temps de pratique professionnelle, je me suis spécialisé en anesthésie. Et donc, nous, les infirmiers anesthésistes en France, on travaille en collaboration avec un médecin anesthésiste et on est en travail délégué, c'est-à-dire qu'on est complètement capable de faire des anesthésies, de prendre des décisions, de surveiller un patient de l'induction jusqu'au réveil. Du coup, on participe à l'anesthésie française dans ce sens-là, c'est-à-dire que souvent, dans notre organisation en France, tu vas avoir un médecin anesthésiste pour 1 salle, 2 salles, voire 3 salles. Et dans chaque salle, tu as un infirmier anesthésiste qui, lui, reste auprès du patient pendant toute l'intervention. Donc, c'est un métier qui est exigeant techniquement, qui est exigeant mentalement, dans lequel il faut savoir prendre des décisions rapides, parce que le médecin n'est pas toujours avec nous, il n'est pas toujours immédiatement disponible, donc il faut savoir faire face aux urgences potentielles. Et voilà en gros en quoi consiste ma partie infirmier anesthésiste. Tout à fait. Un peu plus d'autonomie selon moi que ce qu'on voit au Québec en inhalothérapie au bloc opératoire. Ce que tu me décris là, c'est le niveau. Je connais pas suffisamment, mais on a un gros niveau d'autonomie. Tout à fait, tout à fait. Mais on reste quand même en travail sur protocole et sur délégation. D'accord. Médical. Excellent. Et donc, infirmier anesthésiste, puis aujourd'hui, on n'est pas ici pour parler de ça, on est ici pour parler du stress en salle d'opération. Ouais. D'où vient le changement? Alors, en fait, progressivement, j'ai plusieurs casquettes. Alors, aujourd'hui, je suis à la fois infirmier anesthésiste, préparateur mental pour chirurgien et aussi formateur pour des organismes de mutuelles, d'accréditation, de choses comme ça. Je vais former plus en masse et là, c'est plus de la vulgarisation de la préparation mentale. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'origine, je suis un soignant du bloc opératoire. Donc, comme toi, comme je suppose beaucoup de gens qui t'écoutent, c'est des métiers passion, c'est des métiers où on donne beaucoup de choses, beaucoup de nous. Et pendant des années, j'ai un peu fait comme tout le monde, quoi. J'ai cru que le stress, ça faisait partie du job, que tout donner, ça faisait partie du job, et puis que moi, je passais en 2e, voire en 3e, voire en dernière position. Et le problème, c'est qu'un jour, j'ai payé cette facture-là en faisant un burn-out. Les gens parlent beaucoup de burn-out, mais très peu savent ce que c'est. Ils confondent la fatigue et le burn-out. Le burn-out, c'est vraiment une pathologie. C'est quelque chose de très difficile à vivre. Pour te donner une idée, moi, ça m'a coûté 2 ans de ma vie, mon burn-out, quasiment. Quand même. Ça m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros financièrement. Et ça m'a surtout amené à une question incroyable qui était comment est-ce que, quand on est passionné par son métier, on peut se laisser à ce point envahir et détruire par son métier. Et du coup, je me suis rendu compte dans ma reconstruction qu'on m'avait appris pendant toute ma carrière des gestes, des process, des analyses de situation et des réponses, mais que jamais on m'avait appris à me préparer mentalement à absorber le stress, à me préparer mentalement à reconditionner mes pensées, à recalibrer mon focus sur ce qui était important, et qu'en fait, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est des entraînements, c'est une manière de faire, c'est une manière de penser que j'ai découvert en me formant moi à la préparation mentale comme le font des sportifs au final. Donc je me suis formé et puis vu que ça marchait très bien pour moi, je me suis dit ça va marcher très bien pour d'autres soignants et j'ai choisi d'accompagner des chirurgiens et pas des paramédicaux parce qu'on n'a pas le même rapport à la performance. Moi j'aime beaucoup la performance, je travaille beaucoup dans la performance et je trouve que ça résonne beaucoup plus avec des chirurgiens qui sont pas mal quand même dans la performance. Sauf qu'on ne parle pas de la même performance. Pour un chirurgien, la performance, ça va être l'acte opératoire en lui-même, c'est-à-dire être le très bon chirurgien, faire un geste parfait. Moi, ma performance, c'est plutôt une performance durable. C'est comment être un chirurgien parfait pendant 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire une carrière. Mais ça, c'est quelque chose de plus compliqué. Tout à fait. Mais la performance dont tu parles, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé en médecine et en chirurgie. On a le modèle, c'est peut-être en train de s'étioler un peu, mais le modèle du chirurgien omnipotent qui est toujours présent, qui travaille tout le temps, qui est toujours disponible et qui est idéalement aussi... qui gère incroyablement bien son stress, alors que ce n'est pas toujours le cas. Là. On peut avoir l'image du canard un peu, là, qui a l'air bien calme en surface. Puis... En fait, alors je te rejoins complètement, le modèle médical valorise la performance, mais à excès. Sauf que la vraie performance, c'est être présent à 100% à un moment donné et récupérer pour pouvoir être de nouveau présent à un autre moment. Et ça,
c'est pas du tout la vision de la performance dans la médecine. Dans la médecine, il faut être performant de 7 heures du matin à 20 heures le soir et tous les jours de l'année et sans aucune faiblesse. Sauf que toi, tu le sais très bien, tu as des temps forts, des temps faibles dans ta journée. Il y a des temps forts au bloc opératoire dans lesquels il faut que tu sois super focus, super précis sur ton geste, vraiment dans l'anticipation des problématiques qui peuvent arriver. Et puis, tu as des moments qui sont plus faibles. Sauf que dans ces moments faibles, souvent, on ne sait pas comment bien récupérer ou comment bien recalibrer son attention. Moi, en gros, je travaille beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il y a, parce qu'on parle de stress, là, d'abord, je présume que c'est normal d'être stressé. Si un chirurgien te dit qu'il n'est pas stressé, est-ce que tu le crois d'abord? Puis est-ce qu'à la limite, est-ce que ça t'inquiéterait? Parce que parfois, on a des collègues qui... on est parfois un peu heurté par des collègues qui semblent se soucier peu de ce qui se passe ou qui ont l'air presque trop détachés. On dirait que ça prend un certain niveau d'attachement, de stress ou je sais pas. La première chose, c'est que j'ai appris avec le temps à me détacher de ce que les chirurgiens laissent paraître. Il y a une grande différence entre la couche externe et la couche interne. Et je serais plutôt inquiet car le chirurgien me dit j'ai jamais de stress. Bon, ce qui est quand même pas le cas. Le stress, c'est à la base. On va pas faire beaucoup de physiologie, mais un tout petit peu quand même. Le stress, c'est un message qui est nécessaire. C'est un message qui est utile, qui nous permet de nous protéger d'un danger ou de réagir à quelque chose, à une demande qui est exceptionnelle. Et du coup, les réactions physiologiques, hormonales qui vont se passer nous permettent de nous adapter à hauteur de l'enjeu. Rétrécissement de la tension, augmentation de l'afflux sanguin au cerveau, augmentation de l'afflux sanguin aux muscles. Tout ça, c'est quelque chose de naturel et de normal dans le cadre d'un stress qui est aigu, momentané. C'est-à-dire que tu fais une chirurgie, tu fais une plaie de l'aorte. Heureusement que tu as du stress à ce moment-là. Parce que c'est pas le moment de se dire oh, ça va bien se passer. Là, il faut que tu sois réactif et que tu saches quoi faire. Là où il y a un problème, c'est dans le stress chronique. C'est-à-dire qu'on a du mal à accepter souvent que les problèmes d'organisation, les injonctions, les trucs comme ça, le planning répété, lourd ou tout ça, en fait, ça abîme. Ça abîme parce que c'est considéré comme un stress par l'organisme qui ne va pas faire de différence entre un stress aigu et une répétition de petites contrariétés dans toute l'année. Et c'est ça le nœud du problème, c'est d'arriver à travailler sur ce stress plutôt chronique parce qu'en fait, pour être très honnête avec toi, il est très rare que j'intervienne sur des problématiques avec les chirurgiens au bloc opératoire. Au bloc opératoire, vous êtes très souvent dans un état comparable au flow des sportifs. C'est-à-dire que vous êtes ultra concentré, vous êtes dans l'anticipation du prochain geste, vous êtes plutôt calme, vous savez ce que vous avez à faire. Le problème, c'est pas au bloc, c'est en dehors. Les pensées, les ruminations, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Pourquoi ça s'est compliqué comme ça? Qu'est-ce qui va s'arriver demain pour mes vacations? Est-ce que je vais réussir à conserver mes vacations? Est-ce qu'il faut que je fasse encore un diplôme? Et en fait, vous avez tout un tas de trucs. La charge mentale, elle est énorme. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler. Parce qu'en gros, c'est très, très rare ça peut arriver que j'ai des chirurgiens qui me disent « Bon, bah voilà, moi, je gère très mal tel type de problème au bloc opératoire. » On va voir ce qu'on peut travailler là-dessus. Mais en règle générale, c'est plutôt en dehors du bloc. Je vois parfois des chirurgiens en début de pratique, où je l'ai vécu aussi, puis je suis peut-être appelé à le revivre. On va avoir, je te donne un exemple, le lundi, je vais faire une intervention qui se complique. Puis là, j'ai un patient qui ne va pas bien, là, qui est aux soins intensifs. Puis, donc ça augmente un petit peu mon niveau de stress ou d'anxiété. Mais là, je dois continuer à performer. Puis là, je me retrouve en salle d'opération, on va dire 3 jours plus tard. Là. Puis donc là, il faut que je réussisse à me détacher, à scinder à fermer un tiroir, en ouvrir un autre ou mettre une forme d'anxiété de côté parce que je dois gérer un deuxième cas. Puis ça peut empirer ma situation si je ne suis pas à 100% sur le cas du jeudi. Comment tu gérer ça ou comment tu interprètes ce type de problème? Alors, c'est un problème qu'on a tous, il n'y a pas que les chirurgiens. En gros, je vais te faire un comparatif très simple avec ton métier de chirurgien. Comment est-ce que tu fais pour faire un surjet? Ben, je le fais. Tu sais même plus comment tu fais parce qu'en fait, ce geste, tu l'as appris
dans la théorie, on t'a dit, pour faire le sujet, vous prenez votre aiguille droite, vous passez dans la berge A, vous faites un nœud, puis après vous passez dans la B, puis dans la A, la B, la A, la B, puis vous tirez. Et aujourd'hui, tu ne te dis pas berge A, berge B, berge A, berge B, et puis je tire, tu fais ton surjet. Ah oui. Parce que cette compétence, tu l'as entraînée, répétée, et répétée, et répétée, et elle est inscrite maintenant dans ta mémoire musculaire. Tu n'as pas besoin d'aller y réfléchir. Et en stress, si tu dois faire une suture, tu ne vas pas te dire « Oh là là, attention, il faut que je fasse la suture, il faut que je prenne mon porte-aiguille comme ça, il faut que je plante comme ça, il faut que je tourne le temps. » En fait, tu le fais, c'est tout, tu sais le faire. Quand vous avez un problème, vous pensez que, clac, le problème va disparaître. Que vous vous dites « Je n'y pense pas », donc vous allez arrêter d'y penser. Ne pense pas à un éléphant rose. Quelle image tu as dans ta tête? Un éléphant rose. Plus tu vas te donner d'injonctions à ne pas faire quelque chose, plus tu vas le faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut s'entraîner à fermer des boucles de stress. S'entraîner à fermer, c'est des protocoles, c'est une espèce d'hygiène mentale, c'est-à-dire que on va travailler une manière de commencer un bloc, une manière de finir un bloc et de répéter toujours de la même manière pour que ce soit automatisé. C'est-à-dire que quand ton bloc est terminé, en fait, l'attention de ce bloc reste dans ce bloc et tu passes au patient suivant. Le patient suivant n'a pas à commencer avec les résidus de stress de l'intervention d'avant. Ton patient, il a le droit à toute l'entièreté de ton focus et de ta compétence. Et ça s'entraîne en fait. On a des protocoles. Donc les protocoles, ça va être des choses très simples. Ça va être d'abord réguler son système nerveux avec des respirations qui permettent d'étirer le système parasympathique. C'est très rapide. C'est 1 minute à tout casser. Donc quelques respirations de certains types pour redescendre. Ensuite, on va réguler le discours dans la tête. J'ai terminé cette intervention, j'ai fait ce que j'avais à faire. Sur ce point-là, ça va bien. Sur ce point-là, ça va bien. Sur ce point-là, ça ne va pas. J'y reviendrai à tel moment. Et là, je vais déterminer un moment. Ok, ça c'est bon. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis prêt à repartir? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour repartir? En fait, on va faire une espèce de check-up tout en respirant calmement. Et en fait, on va finir ça par poser son attention sur le prochain patient. Ok, maintenant, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, c'est terminé. Le prochain patient, c'est un tel pour tel type de truc. Pour le focus que je dois avoir, c'est ça. L'intervention, les points difficiles, ça va être ça. Là, je vais faire ça. Et en fait, on va répéter ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que ce soit ta manière d'exercer. Faut plus que tu aies à y réfléchir. Au début, les chirurgiens avec qui je travaille, c'est très scolaire. Ils sont ah oui, j'ai bien fait ça, là, j'ai oublié ça, j'ai fait ça. Et puis, en fait, à la fin, ça devient naturel. Ils le font naturellement. Et puis, ça fait partie de leur manière d'être. Et quand tu discutes, après plusieurs semaines de travail, et ça va, comment ça se passe? Tu arrives à passer au patient. Ah bah oui, c'est plus un problème. Parce qu'en fait, c'est devenu quelque chose de naturel. Mais tu comprends que c'est pas une pilule magique, tu prends le truc et puis ça, tu sais faire. En fait, c'est un entraînement. Comme apprendre une technique chirurgicale, tu apprends un protocole et ce protocole, tu vas le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Et en fait, petit à petit, tu vas modifier ta manière de fonctionner. C'est la neuroplasticité. Et en fait, ça va se faire tout seul. L'IMSanté est fière de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. La façon dont on travaille au Québec, je ne sais pas chez vous, mais le patient du lundi dont je te parle, moi, qui ne va pas bien, il y a des bonnes chances que pendant que je suis en train d'opérer le jeudi, je peux recevoir des appels pendant l'intervention pour me dire, Monsieur Tremblay de lundi, finalement, il va encore moins bien que ce matin.
les tensions sont basses, le patient est tachycarde. Ça, j'imagine que ça vient rompre cette espèce d'harmonie que j'ai réussi à installer. Alors, c'est pareil. En fait, il y a des techniques pour se remobiliser et revenir. Alors ça a été très étudié. Il faut en moyenne 20 minutes. En neurosciences, ils ont étudié ça. Quand tu as une interruption comme ça dans ta tâche, il faut en moyenne 20 minutes pour retrouver le même état attentionnel que celui que tu avais avant l'interruption. Ce qui est énorme. C'est vraiment un truc complètement fou. Et du coup, alors là, ça, c'est un autre type de travail qu'on fait qui va être de bien classifier les choses pour lesquelles tu peux être dérangé et celles pour lesquelles tu ne dois jamais être dérangé. Et ça, c'est un énorme travail qu'on fait et à mettre en place. Après, bon, j'imagine qu'il y a quand même des messages que tu es obligé d'avoir et des informations que tu es obligé d'avoir en temps réel. Mais ça reste la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir classer cette information et lui donner une autre temporalité. C'est-à-dire que quand c'est possible, la différer et la mettre, se dire, voilà, j'ai cette information. À partir de cette information, je vais prendre telle décision, mais ça ne sera pas maintenant. Ça va être dans la prochaine période disponible pour moi, qui est, par exemple, à la fin de ce bloc ou à un autre moment. Mais en fait, il va falloir expliquer à ton cerveau comment ranger les choses pour pas que tu aies 10% de ta tête qui soit à ce que tu as demandé à ton infirmière circulante, 20% qui soit à l'information que tu viens d'avoir et qui te perturbe, 60% qui soit à ta chirurgie maintenant, 10% qui soit à la maison pour les courses ce soir. En fait, il faut apprendre à classer toutes les informations et à leur donner des ordres de priorité. Et c'est la même chose, c'est des process qu'on répète. On va répéter ça. Comment expliquer que j'approche la 30e année de carrière chirurgicale? J'ai commencé mes études en 1988 et je pense sincèrement que c'est la première fois que j'entends ce discours où j'entends cette approche de préparation mentale pour les chirurgiens en salle d'opération. Comment l'expliquer? J'en sais rien du tout. Alors, je pense qu'on a abordé ça un petit peu au tout début de l'entretien. Tu sais, on fonctionne tous avec ce qu'on appelle des paradigmes dans notre culture, c'est-à-dire une manière de penser, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Pourquoi un sportif qui a de la charge mentale, qui a des décisions à prendre, qui a des responsabilités, qui veut atteindre des objectifs, pourquoi il fait de la charge mentale et pourquoi un chirurgien qui a beaucoup de charge mentale, des décisions à prendre, qui doit atteindre des objectifs, n'en fait pas? Il y a les mêmes contraintes et c'est juste une question de culture. Je pense que c'est une question de culture. Tu n'en as jamais entendu parler, j'en avais jamais entendu parler non plus. Je crois que de plus en plus de gens font les liens entre les modèles militaires, les modèles sportifs et la charge mentale qu'on peut avoir dans le civil, dans d'autres professions. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance dans ma vie de faire plusieurs expériences et j'ai commencé ma vie d'adulte à l'armée française dans la marine, chez les fusiliers marins. Et c'était tu vois, je sais pas si tu connais, mais c'est un corps qui est un petit peu punchy quand même. On est un peu en forme. Et c'est un corps qui est exigeant aussi parce qu'on nous demande des responsabilités et des décisions importantes. Et en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle en faisant de la préparation mentale. On m'avait pas tellement expliqué ça. On m'a pas expliqué que c'était de la préparation mentale. On m'a dit, tu fais ça et tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Ça s'appelle des drills. Et en fait, à force de driller, ça devient naturel. J'ai complètement oublié ça quand j'étais infirmier anesthésiste, ce qui m'a porté à mon épuisement. Et quand j'ai redécouvert ça en préparation mentale, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? Mais c'est juste débile, en fait. On est bête. On s'entraîne à faire des gestes qui sont difficiles, mais juste avant le geste, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pensée. C'est-à-dire que si ta pensée n'est pas à 100%, elle va influer sur la qualité de ton geste, sur la qualité de ta décision, et notamment sous stress, qu'il soit aigu ou qu'il soit chronique. On sait très bien aujourd'hui, en termes de neurosciences, que l'accès aux informations est très difficile et que quand tu es sous stress, tu n'arrives pas au niveau de tes aspirations, tu redescends au niveau de ton entraînement. Si tu n'es pas entraîné, rien du tout, que dalle. Mais donc après, l'enseignez-vous en France dans les facultés de médecine ou est-ce que c'est enseigné? Parce qu'au Québec, je ne crois pas. C'est pas enseigné, c'est enseigné. Ça commence aux États-Unis. Okay. Ils sont un peu précurseurs dans le domaine. Donc, eux, ils ont mis des programmes comme ça pour leurs résidents d'entraînement mental. Il y a de plus en plus de publications scientifiques là-dessus. D'ailleurs, si tu veux, je te mettrai… moi, j'ai fait une plaquette qui résume un peu les publications scientifiques qu'il y a sur le domaine.
Et puis, il y a de plus en plus donc, de publications là-dessus et j'ai perdu mon idée. J'allais dire un truc qui était, je crois, fantastique, mais je l'ai oublié. Mais en tout cas, il n'y a pas ah oui, c'est ça. À ma connaissance, il n'y a pas de cursus ni en formation initiale, ni encore en formation continue. Par contre, j'ai été contacté récemment par la Sorbonne pour devenir intervenant dans un DU de facteurs humains en France. Donc, j'ai bon espoir que ça fasse des vagues et puis que ça augmente un petit peu. Il faut noter que la Haute Autorité de Santé, la HAS française, vient de publier en 2026 des recommandations sur la mise en place des facteurs humains dans les métiers du soin. Donc ça, obligatoirement, ça va faire des vagues. Et je pense que la prochaine grande évolution en termes de chirurgie, mais aussi de soins critiques, d'anesthésie, de réanimation, elle va beaucoup se passer justement dans les facteurs humains. Or, les facteurs humains, il y a eu énormément de progrès faits sur les facteurs d'équipe, la simulation, le crew management, la communication, mais il n'y a rien de fait au niveau individuel. Donc moi, vraiment, le travail que je fais, et j'ai rien inventé, hein, j'ai vraiment pris le travail qu'on fait avec des sportifs ou avec des militaires, et je l'ai adapté au milieu des chirurgiens, mais ce n'est pas des inventions à proprement parler, mais ça va vraiment être, je pense, une compétence à développer pour les futurs chirurgiens. On voit que le modèle structurel des hôpitaux est de plus en plus toxique et de plus en plus difficile. Il y a des pressions énormes. Ça, on ne peut pas les enlever. Ce n'est pas en faisant de la préparation mentale, du feng shui ou du yoga que ça passera. Mais par contre, savoir gérer le stress, savoir réguler sa pensée, savoir recadrer son focus et savoir recadrer son discours interne, la manière dont on se parle et la manière dont on se projette dans son métier, ça, c'est très, très important. Ce n'est pas ce qui va corriger la structure de soins, mais c'est ce qui va permettre à un soignant, à un chirurgien ou à d'autres types de soignants, de durer plus longtemps dans des structures qui peuvent être toxiques. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'avais récemment Madame Sandrine Mathias comme invitée qui est infirmière d'origine française, puis qui est au Québec dans le moment, puis qui s'intéresse à la santé des soignants aussi. Puis on en discutait il y a quelques semaines. Puis si on prend un pas de recul, la santé des soignants, leur fonctionnement au travail, tout ça, ça peut devenir à certains égards un enjeu de santé publique. Pas seulement les médecins, là. Toutes les personnes qui sont impliquées dans les soins, si les gens ne sont pas en santé pour soigner, ça devient un problème. Dans des petites équipes, parfois, si on perd un ou deux membres sur une équipe de 5 à 6 personnes, on ampute 25-30% des gens, là. C'est complètement un enjeu de santé publique et c'est aussi un enjeu de sécurité du patient. J'ai le temps de te donner un petit exemple rapide. Tout à fait, oui. Là, je viens de rentrer un client chirurgien digestif il y a 2 jours. Et en fait, l'histoire est incroyable. Il est au bloc. Alors, il rentre pas dans l'accompagnement pour ça, mais c'est peut-être le point d'orgue. Il est au bloc opératoire pour une journée assez chargé. Il a un programme qui est condensé, une dizaine de patients. On est dans le privé. Il a la réputation d'être rapide, d'être bon et tout. Et en fait, il a eu un mail du directeur qui l'a incendié pour un truc. Ça lui a mis énormément de charge. Il n'était pas content du tout. Ça l'a blessé dans son ego et tout ça. Donc, il avait une partie de son cerveau qui était là-dessus. Il y a la cadre du bloc qui vient le voir le matin avant qu'il commence son programme pour lui dire que sa vacation, elle va être réduite. Une autre charge mentale. Et il n'a pas la même aide parce que son aide n'a pas pu venir. Troisième charge mentale. Et en fait, il commence son programme et il ne se rend pas compte que dans le programme, il y a une indication qui n'a pas été vue, il y a un truc qui a été mal fait. Lui ne s'en rend pas compte à ce moment-là. La chirurgie se fait et puis il y a un problème pour le patient. Il y a une complication grave, ça finit en soins intensifs, réanimation. Le patient va décéder quelques jours plus tard. Okay, donc, je ne t'explique pas l'horreur. Oui. Vraiment l'horreur. Mais je peux l'imaginer en plus. Non, horrible. Et on a décortiqué ça plusieurs fois. Alors, ce n'est pas du tout le but de l'accompagnement, mais ça lui a permis de comprendre pourquoi c'est important de s'entraîner. Parce qu'en fait, depuis le début de la matinée, il n'y avait aucune régulation. Lui n'a mis aucune régulation.
il a pris les trucs, il a absorbé. Il a absorbé le matin le premier mail, il a absorbé le chef de bloc, il a absorbé le programme, alors qu'il a eu un sentiment qu'il n'a pas écouté, il l'a mis de côté. Et en fait, tout ça, pourquoi ? Parce que le stress montait, et en fait, c'est ce que je te disais, quand tu es sous stress, tu redescends au niveau de ton entraînement. Il n'y avait pas d'entraînement à réguler les choses, pas d'entraînement à reposer, à repositionner attention. Et en fait, il s'est laissé happer. Et tu sais, c'est toujours comme ça quand il y a un incident. C'est le gruyère de, je ne sais plus comment il s'appelle là. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas perdre. Je sais de quoi tu parles, moi. Je crois que non, c'est pas Diels, ça c'est la pyramide. Bon, la théorie du gruyère. Oui, tout à fait. Et en fait, tu as tout un tas de petits trucs, et puis on arrive à l'accident. La prépa mentale, c'est un enjeu de sécurité, de santé publique, parce que tous les soignants sont sous pression, et de sécurité, parce que quand tu ne sais pas manager la pression, ton risque d'arriver à l'erreur est plus grand. Donc, c'est quelque chose de primordial, à mon sens. C'est intéressant ce dont tu parles, parce que une autre des valeurs qui est mise de l'avant pour les chirurgiens ou pour les médecins en général, je parle pour moi, c'est on valorise beaucoup la résilience, et je pense que c'est la source de beaucoup de problèmes, parce que ce que tu me racontes, c'est inacceptable. T'sais, on n'oserait le chirurgien, je ne sais pas, le mail du directeur, c'était pas nécessaire de l'envoyer cette journée-là. Ça aurait dû être une rencontre qui aurait dû être cédulée. L'infirmière qui vient le voir pour le harceler avant la salle d'opération, ça ne devrait pas avoir lieu non plus. Alors, mais les gens, c'est encore une fois cette culture d'encaissement, puis de dire, écoutez, on est capable de tout prendre. Je parlais des appels en salle d'opération qui arrivent à tout moment pendant qu'on est en train de travailler. Ça fait partie du quotidien. Des petites choses qui sont banales, mais qui parfois peuvent devenir un peu agressantes. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis en clinique d'endoscopie, puis dans ma tête, j'ai une journée qui est réglée. Là. J'ai tant de patients à voir, puis là, je suis en train de faire des endoscopies. Ah, on m'annonce qu'il y a une patiente en clinique externe à voir. Je ne suis pas avisé, moi. Tu comprends? Ouais. Puis là, il me reste 1h15 d'endoscopie à faire. Puis là, j'ai une patiente qui est arrivée. Alors, moi, je fais mes endoscopies. Là, on me rappelle 1 heure après, mais est-ce que vous allez venir? Oui, là. Mais... non, mais c'est insupportable. Hein. Dans d'autres secteurs d'activité, parfois, on explique les mécanismes ou les conditions dans lesquelles on travaille. Il y a des gens qui ne sont pas dans le milieu. Et puis, les gens ont de la difficulté à concevoir des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est ton expérience aussi. Ah bah, moi, c'est marrant parce que je suis toujours infirmier anesthésiste en activité. Hein, et aujourd'hui, en fait, c'est très rigolo parce que le bloc est devenu un peu mon laboratoire d'analyse. C'est-à-dire que je regarde beaucoup comment réagissent les gens, ce qu'ils font. Mais c'est hallucinant. C'est une hallucination complète. Et franchement, quand je dis que vous êtes performant et résilient, oui, vous êtes performant et résilient. Parce que absorber ce que vous absorbez dans la journée, et continuer et revenir le matin avec le sourire, il faut quand même vouloir. Le problème, c'est que la résilience, on l'a mal comprise. La résilience, c'est pas tout encaisser bêtement et puis se dire « je vais tenir ». La vraie résilience, c'est de garder la mission en tête. Moi, je travaille en mission, c'est-à-dire quelle est ma fonction dans cet hôpital ? C'est quoi ma mission ? C'est de répondre à tout le monde ? Non. Ma mission, c'est de soigner les gens. Qu'est-ce que je dois faire pour bien soigner les gens ? Qu'est-ce que je priorise ? Qu'est-ce que je n'accepte plus ? Qu'est-ce que j'accepte ? C'est un énorme travail à faire parce que souvent, on a perdu le sens de la mission. On est dans la journée continue et tout. Quand tu fais tes endoscopies, ta mission, c'est de faire des endoscopies, c'est de ne pas perforer, c'est d'être prioritaire sur ton diagnostic, sur ce que tu vois, et c'est de rendre la patiente bien pour un examen, somme toute, anodin, quoi, tu vois. C'est pas de pas faire de complications pour un examen qui n'en exige pas. Mmh. Comment veux-tu faire bien les choses quand tu es dérangé dans tous les sens, qu'on te demande 150 000 trucs, que le matériel il marche pas, que les gens n'en ont rien à foutre, ils sont sur le téléphone à côté ou en train d'écouter de la musique ou des trucs. Enfin, parfois, c'est super compliqué. Donc, remettre les choses au centre, souvent, ça fait beaucoup de bien. En début de travail, en début d'accompagnement, on remet un peu l'église au milieu du village. Quelle est ta mission ? C'est quoi qui est important pour toi ? C'est quoi les valeurs ? En fonction de ça, qu'est-ce que tu acceptais, que tu vas arrêter d'accepter ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour les choses que tu ne peux pas continuer à faire comme ça, mais qui nécessitent quand même que tu sois prévenu ou dérangé ou des choses comme ça. Et au final, on se rend compte qu'une fois qu'on commence à mettre en place des choses, ça marche, quoi. J'imagine qu'on ne part pas tous égaux.
dans cette gestion là, du stress au quotidien. Et Non. en plus, toi, tu reçois, j'imagine, des gens qui arrivent au bout d'un certain parcours ou en milieu de parcours avec un certain bagage émotionnel. On parlait tout à l'heure des enjeux entre le travail et la maison. J'imagine que c'est pas tout à fait le même scénario si le chirurgien arrive fraîchement divorcé, des enfants à charge, toutes sortes de responsabilités qu'il n'avait pas avant, une pension alimentaire, je sais pas. Donc, comment juguler pour toi ces médecins qui arrivent tous un peu différents finalement, là, on sort pas du même moule? Ah, bah, ça, c'est mon job. En gros, Donne-moi quelques indices. la préparation mentale, c'est une discipline qui est générique. C'est-à-dire que si tu peux la décliner à un sportif, à un pilote de chasse, à un homme d'affaires ou un chirurgien, tu dois obligatoirement prendre en compte les capacités déjà initiales, parce qu'en effet, tout le monde n'a pas le même niveau, le contexte de demande, et puis les possibilités en termes de temps, en termes d'investissement mental, en termes d'entraînement et tout ça. Donc, avant de commencer avec un client, déjà, j'ai beaucoup d'entretiens avant. Il y a au moins 2 entretiens avant pour bien cibler les problématiques, bien comprendre son mode de fonctionnement et puis voir si ça tient de mon accompagnement ou d'autres choses. Parce que des fois, j'ai des demandes qui sont un peu borderline, tu vois. Il y a des chirurgiens qui arrivent qui sont en épuisement professionnel clair, que je vois tout de suite, bon, je les accompagne pas. C'est pas moi, je suis pas dans la thérapeutique, je peux pas les aider à ce moment-là. Peut-être plus tard, mais à ce moment-là, pas du tout. Donc, il faut quand même mettre des garde-fous. On fait de l'entraînement en régulation nerveuse et de l'entraînement en pensée et en process. Moi, je fais pas de thérapie. Donc, l'idée, c'est d'arriver à jauger assez rapidement, enfin en 2-3 séances rapides, jauger qui dépend vraiment de la préparation mentale, ce qui n'en dépend pas, et au final, est-ce que l'accompagnement va être bénéfique pour la personne ou pas. Mais en règle générale, je me suis rendu compte avec l'expérience que bien souvent, ça reste quand même les mêmes problèmes, alors qui sont des problèmes de déconnexion à la maison, de rumination. Très rarement, les problèmes, c'est au bloc. C'est vraiment très, très rare. Les problèmes, c'est en dehors. C'est pas mal les consultations, parce que ça, c'est une énorme charge mentale aussi, les consultations. Et puis, c'est tout ce que les autres ne voient pas de votre responsabilité, de votre prise de décision et qui vous use parce que, en fait, c'est pas pris en compte. Il y a peu de reconnaissance là-dessus et vous savez plus où vous situer sur cette échelle entre la mission, la reconnaissance, l'ego et puis l'image que vous aviez de vous. Donc, on va travailler un petit peu sur différents champs comme ça. Et je vais juste revenir à ce que tu disais en tout début. Les gens ne sont pas égaux. C'est vrai. Il y a des gens qui vont arriver avec plus de facultés que d'autres, avec une meilleure capacité de régulation de leur attention, une meilleure capacité à faire de la visualisation, une meilleure capacité à réguler leur système nerveux central. Et puis, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus dur. Donc, ça va jouer sur les durées d'accompagnement. Et enfin, il y a quand même une idée qui est largement préconçue, c'est qu'on pense que le chirurgien, parce qu'il a eu un diplôme de chirurgie, obligatoirement, c'est quasiment inné, c'est vendu avec, il sait gérer le stress, il sait obligatoirement bien manager son discours interne, et en fait, pas du tout. Et donc, il y en a qui se rendent compte avec l'expérience que c'est toujours pas ça. Ils ont envie de mettre en place un autre système, ou alors ils arrivent à performer, mais à un coût mental qui est énorme pour eux, qui entraîne des séparations, des pensions alimentaires, puis de la tristesse au final, parce que c'est pas agréable. Donc tout ça, c'est des cas qu'il faut gérer. Mais c'est la différence de l'humanité. C'est valable aussi dans l'accompagnement. Règle générale, les gens avec qui tu travailles, à quel moment interviens-tu là? C'est sûr qu'on n'est pas dans le thérapeutique, mais si on utilise des termes, est-ce qu'on est en prévention ou on est face à un collègue chirurgien qui a eu quelques petits accrochages ou qui, lui, il sent que quelque chose ne va pas bien, peut-être 5 à 10 ans de carrière, il se sent moins heureux. Ouais. J'essaie de voir un peu là, à quel moment Puis j'imagine que le plus tôt est le mieux en même temps. Ou... Je vais te donner mon aspiration et la réalité. D'accord. Mon aspiration, ça serait qu'un chirurgien vienne me voir quand il va très bien. Tout va bien. Il n'y a aucun problème et justement, il veut s'entraîner pour que ça reste comme ça.
Le problème, c'est que quand tout va bien, il n'est pas au niveau de conscience de un jour, ça peut aller moins bien. Donc, il ne vient jamais. Dans la réalité, j'ai deux types de chirurgiens qui viennent. J'ai le chirurgien junior qui est très jeune, qui a énormément de pression parce qu'il a la pression du bloc opératoire avec la responsabilité 100%. Et il a aussi beaucoup de pression universitaire. Il faut qu'il publie, il faut qu'il se fasse connaître, il a la pression de la clientèle, il a plein de pressions diverses et variées. Donc ça, j'en ai quand même pas mal qui viennent à ce moment-là. Les juniors, c'est une bonne partie. Et puis, j'ai le chirurgien reconnu, installé, 10 ans, 15 ans de carrière, qui a une clientèle qui est stable, qui opère bien. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui a peu de complications. Tu grattes à l'extérieur, tu sais, tout va bien. Tu le vois, tout va bien. Et puis, c'est quand tu grattes que ça va plus. En fait, il y a des interventions, ça lui fait très peur. Donc, il dort pas la nuit. Il anticipe vachement. Quand il est à la maison, il n'écoute plus sa femme, il n'est pas présent pour les enfants. Quand il a une complication pendant 2 semaines, 3 semaines, ça tourne. Et en fait, il se fatigue et il se rend compte que s'il continue à se fatiguer comme ça, il va s'épuiser et il va faire un burn-out. Or, il veut absolument pas faire de burn-out. 1, parce que c'est pas bien. 2, parce qu'il va être jugé. 3, parce que son ego va en prendre un coup. Donc, il vient me voir à ce moment-là. Ça, c'est la plus grande partie des chirurgiens que j'ai. D'accord. Quand même. Tu parlais tout à l'heure de visualisation. Ouais. Donc, en chirurgie, c'est quoi la visualisation? Puis, est-ce que c'est un outil utile? Puis, en quoi ça consiste? Parce qu'on en avait discuté un peu. C'est beaucoup plus vaste que ce que l'on peut penser, disons. Oui, tout à fait. Alors déjà, la visualisation, c'est des techniques de préparation mentale très connues avec des indications et très ciblées. Tu peux faire de la visualisation intrinsèque, extrinsèque, ça n'a pas du tout les mêmes indications. La visualisation, c'est quelque chose qui a été développé beaucoup chez les sportifs et qui a apporté vraiment des résultats. Donc on sait aujourd'hui, de manière neuroscientifique, ça a été prouvé, qu'un cerveau ne fait pas la différence, enfin, il fait la différence entre une expérience visualisée et la réalité, mais en fait, il va cette expérience visualisée va stimuler les mêmes régions cérébrales. Et donc, elle va créer une sorte d'expérience et d'accoutumance à la situation et à la scène. L'intérêt de la visualisation, c'est de se préparer mentalement et de préparer ses réactions émotionnelles, de préparer son discours interne, de préparer en fait tout ce qui va se passer dans ta gestion interne, mais aussi physiologique, c'est-à-dire dans les décharges d'hormones que tu vas avoir et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est un premier prérequis parce que j'ai beaucoup de chirurgiens qui me disent « Ah, bah moi, tu vois, j'ai fait mon temps antérieur de la PTH, je l'ai visualisé, je me suis assis, j'ai vu les différentes étapes, bon, ça n'a rien fait. » Et c'est normal parce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je t'avais dit, la visualisation, c'est un très mauvais terme. Vaut mieux parler d'expérience multisensorielle. Pourquoi ? Parce que quand on fait ces expériences multisensorielles, il y a plein de sens qui vont rentrer en jeu. L'entéroception, la proprioception, l'équilibroception, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. En fait, il faut arriver à stimuler tout ça pour faire une expérience la plus réaliste et plausible possible. Et c'est à partir du moment où tu arrives à faire ça et à partir du moment où tu vas dégager des émotions que ta visualisation, elle va commencer à avoir un impact sur ta régulation émotionnelle et ton discours interne. Et donc, ça, c'est quelque chose qui s'apprend, en fait, de visualiser, c'est la même chose. Ça s'apprend, il y a de la théorie, et une fois que tu as la théorie, il va falloir pratiquer, jusqu'à ce que ça devienne une compétence naturelle de visualiser. Nous, on travaille beaucoup les visualisations pas séquentielles. Enfin, il y a très peu de chirurgiens qui me demandent de la visualisation séquentielle. Donc, de la visualisation séquentielle, c'est un temps opératoire très précis où on va voir par quel abord, combien de centimètres, comment je rentre l'instrument, sous quel angle j'attaque ma dissection et tout ça. Ça n'a pas tellement d'intérêt pour les chirurgiens. Par contre, j'ai remarqué que chez les chirurgiens qui avaient des anxiétés sur certaines interventions, des préparations mentales en visualisation comme ça, multisensorielle, axée sur la réussite d'un geste, c'est-à-dire que émotionnellement, on va aller chercher la réussite du geste. Là, ça fonctionne très bien. Okay. Pour te donner un exemple, j'ai le temps ou pas ? Oui, tout à fait. Un exemple rapide avec un chirurgien orthopédiste connu,
marche bien, des bons retours, 800 PTH réussis, moins de 2% d'échecs ou de complications dessus. Donc vraiment, tu vois, un bon professionnel, complètement flippé par les PTH. En fait, il me contacte parce qu'il me dit, voilà, mon problème, c'est que maintenant, je dors plus la nuit. Dès que j'ai une PTH, je rumine avant, j'ai peur que ça se complique. Pendant l'intervention, je suis pas normal. Après l'intervention, je ressasse, ça va pas du tout et tout. Mais t'en fais quoi régulièrement? Ah bah oui, 3-4 par semaine. Donc tu vois le niveau, le problème, pour lui, c'est un véritable handicap. Tu as deux solutions, soit tu arrêtes la PTH, soit tu apprends à réguler ton dialogue. Là, c'est vraiment une question de dialogue, d'association et de croyance. Donc, on a travaillé beaucoup la visualisation, non pas de la séquence de la PTH, c'est l'affaire, hein, moi, c'est pas moi qui vais lui apprendre, mais par contre, on a travaillé en visualisation multisensorielle, la réussite et le plaisir à chaque PTH. C'est-à-dire que maintenant, avant d'entrer au bloc, à chaque fois qu'il rentre au bloc, il a un protocole de 3 minutes où il respire et il se visualise en train de réussir, en train de réussir des passages qui sont compliqués pour lui, de les passer. Et en fait, il se voit à la fin de l'intervention avec le patient qui va bien, tout ce qui s'est bien passé. Et ça lui permet d'abaisser très grandement son niveau de stress et d'augmenter la capacité cérébrale pour l'intervention. Et du coup, il vit beaucoup mieux ça. Quand même. Mais et des semaines et des semaines d'entraînement, quoi. C'est quand même intéressant. Parfois, on discute de cas qui sont très complexes à faire, puis parfois, je dis à des collègues ou aux résidents, ou parfois à des amis dans d'autres contextes de la vie, je leur dis, la tâche la plus complexe qui soit, on peut la découper en une somme infinie de tâches relativement simples. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu utilises avec... Alors ça, tes patients, donc, je dis tes patients, tes clients, disons. Clients, parce que franchement, c'est important. Les gens avec qui je travaille ne sont pas malades. C'est juste qu'on change, on installe un nouveau système de régulation. C'est pas une pathologie, c'est un système. Ah oui. C'est hyper juste et ça intervient beaucoup dans la régulation de l'attention. C'est-à-dire que justement, quand tu es au bloc en train de faire ton endoscopie et qu'on t'appelle pour savoir si tu vas arriver, que c'est la 3e fois et que ils me fatiguent tous, en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, attention, je vais me recalibrer. Quelle est la première chose importante à faire maintenant? La première étape à faire maintenant. J'oublie le reste. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'étape d'après? C'est quoi l'étape d'après? Et en fait, on va fonctionner en toute petite étape. Parce qu'en fait, quand plus tu vas mettre ton cerveau sur une chose très précise, plus il va mettre de côté le reste. Et du coup, plutôt que d'avoir, il faut que j'aille voir aux endoscopies, il faut que je passe voir en ambulatoire, ensuite il faut que j'aille voir la secrétaire, puis il faut que je fasse ceci, et puis j'arrive pas à passer l'angle colique, et puis il faut que je... Et bien en fait, au lieu de faire ça, tu dis, très bien, je suis calme, je suis au bloc opératoire, ma mission c'est de faire ça. Quel est le prochain acte que je dois faire? Quel est le prochain geste que je dois faire? Ce geste est fait, c'est validé. Quel est le prochain geste que je dois faire? Ce geste est fait, c'est validé. Quel est le prochain geste? Et en fait, on fonctionne en prochain geste, prochain geste, prochain geste. Et du coup, tu as raison, parce que en fonction du chirurgien, il y en a, le prochain geste, ça va être de passer l'angle, l'autre, ça va être d'avancer d'une graduation, puis l'autre, ça va être de repositionner ma main sur l'endoscope. Chacun a sa décomposition. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer.
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Quand même. Dis-moi, on a parlé de visualisation, d'expérience multisensorielle, de préparation. Donc, on est beaucoup avant le geste, là, puis... mais après le geste, nous, moi, dans mon cas, on ne fait rien. Là. On sort, puis on passe au suivant. Il y a peut-être des petits trucs à faire pour améliorer l'expérience. Vous prenez votre smartphone et puis vous allez scroller un peu pour avoir un petit peu de dopamine et de bonheur dans cette journée pourrie. T'es pas loin de la vérité. Donc. Oui. Non, mais t'inquiète. Alors, en effet, je te disais tout à l'heure, la performance, c'est être présent au bon moment et récupérer quand on a le temps de récupérer. C'est vraiment l'association de ces deux choses qui va te permettre d'être performant durablement. Le vrai problème, c'est que vous ne savez pas récupérer. Pourquoi ? Enfin, alors, vous ne savez pas. On ne vous a pas enseigné comment récupérer entre deux blocs, après un bloc difficile. Il y a tout un tas de petites étapes à faire. Je te parlais tout à l'heure de fermer des boucles de stress. Ça va être dans le dialogue et les pensées. Mais il y a de la régulation physiologique aussi à faire et se dire, voilà, là, je viens d'être pendant 2 heures, 3 heures, en tension, concentré, tendu. Mon corps, je vais le détendre complètement. Je vais le relaxer. Et en fait, on fait de la relaxation qui va durer 1-2 minutes, pas plus. C'est vraiment des techniques opérationnelles. Et pendant que je détends mon corps, je calibre mon cerveau pour se reposer et partir sur la prochaine tâche. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des temps de pause opérationnels. Et on apprend à faire des temps de pause opérationnels qui vont aller de 2 minutes. Alors, 1 minute, c'est quand même très court. Il y a très peu de gens qui savent le faire. 2 minutes à 7-8 minutes en fonction du temps que tu as. Parce qu'on sait bien que tout le monde n'a pas 8 minutes entre chaque bloc. Mais si tu as 2 minutes, il y a un protocole pour 2 minutes. Si tu en as 8, il y a un protocole pour 8. Et pour te donner un exemple de chirurgien concret, mais il y en avait un qui était un vieux chirurgien digestif, enfin vieux, une 17 ans de pratique. Et la nuit, pendant les gardes, en attendant son créneau opératoire, parce que souvent, tu avais les urgences d'ortho qui passaient avant et tout, il était sur son ordinateur et puis il regardait les cas, il tapait les comptes rendus, il préparait la prochaine intervention, il faisait le truc. Et en fait, maintenant, il se repose. Il a appris à se reposer, à se dire, voilà, le repos que je fais maintenant, c'est pas de la fainéantise, c'est je prépare ma performance de tout à l'heure. Et si j'ai 20 minutes, c'est 20 minutes que je vais passer à me reposer pour être performant tout à l'heure. Le midi, j'ai des chirurgiens, je les force, hein, je suis derrière, je les force à faire des pauses opérationnelles le midi. Et c'est incroyable parce qu'au bout de 2-3 semaines, ils me disent, je suis beaucoup moins fatigué le soir. Oui, c'est normal. En fait, tout ça, on croit que c'est facile et que ça. Mais je me suis beaucoup renseigné sur le travail des marins, par exemple. Tu vois, les marins du Vendée Globe, les sportifs en haute mer. Comment est-ce qu'on fait pour rester 15 jours sur le pont sans dormir profondément ? Ils ont des techniques. Ces techniques, c'est des repos très, très, très rapides. Mais on fait la même chose. On va faire des repos très rapides. Et on apprend que se reposer, c'est pas obligatoirement dormir, et que se reposer, c'est juste détendre complètement son corps et son esprit. Et en fait, à force d'entraînement, les petits temps, ce qu'on appelle les temps faibles dans vos journées, on va les optimiser pour vous permettre d'avoir des temps forts efficaces. On revient quand même un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'environnement de travail, parfois le système. Pas toujours si facile d'avoir un endroit, même physique, ou des lieux adéquats pour s'accorder, si tu veux, ce petit 5 et 10 minutes de repos ou de silence, ou je ne sais trop, là, lorsqu'on a une salle des chirurgiens qui est bondée, la machine à café est là, les gens passent. Parfois, nous, au Québec, il y a les représentants des compagnies qui sont là également, qui discutent du matériel, donc c'est pas toujours parfait. C'est pas toujours parfait. Parfois, c'est même très compliqué, mais jusqu'à ce jour, je n'ai jamais trouvé un chirurgien qui n'a pas trouvé une solution. Okay. Jamais. Moi, l'établissement dans lequel je travaille comme YAD, c'est une clinique
carbure beaucoup, on a 17 salles, on a des gros programmes. En effet, il n'y a pas de salle de pause où elle est ridicule et tout ça. Moi, je me mets dans la pièce de pré-stérilisation. En fait, on a une pièce qui est toute noire, il n'y a pas de bruit, personne n'y va parce qu'ils n'ont pas envie, il n'y a que les gens qui vont à la STE qui vont là-dedans. Je me mets là-dedans 2 minutes et dans la récupération opérationnelle, on apprend à récupérer debout, on apprend à récupérer assis, on apprend à récupérer allongé. Et en fait, une fois que tu as appris, tu peux tout à fait récupérer en étant debout, juste en déconnectant systématiquement toutes les choses qui te maintiennent en tension. Ce qu'il faut, c'est juste déconnecter ce qui te maintient en tension. Peut-être en pré-conclusion, Grégoire, est-ce qu'il y a dans tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure une place, entre guillemets, au travail d'équipe, cette préparation mentale ou cette gestion du stress ou ce débriefing post, est-ce qu'il y a certaines composantes? Il me semble que je verrais bien intégrer ça dans un groupe de travail, puis en même temps, j'imagine que ça serait plus valorisé, acceptable, puis finalement, ça devient une culture d'entreprise, si on veut, là, de dire... Ouais. Alors, moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça pour des raisons structurelles et organisationnelles, parce que c'est très compliqué en France. Et franchement, j'ai pas la moelle ou l'envie de me lancer dans ces complications-là. Mais ça serait génial. Ça serait vraiment génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde a y gagné. Le jour où la préparation mentale individuelle et en équipe fait partie de la culture de l'entreprise hôpital, on a tout gagné. C'est-à-dire qu'on gagne en ressources disponibles, on gagne en énergie disponible, on gagne en bienveillance les uns envers les autres, on a un langage commun de performance qui associe à la fois la performance au bon moment et la récupération dans les moments faibles. Donc, tu n'es plus jugé quand tu commences à te poser un petit peu en disant, voilà, là, je suis en train de récupérer pour après. Et tout ça, ça serait vraiment, à mon sens, l'évolution ultime, tu vois, comme l'équipe de France ou l'équipe de Québec, je ne sais pas, votre sport national, c'est quoi? C'est le hockey sur glace? Non? Oui, évidemment, c'est le hockey. Techniquement, je pense que le sport national du Canada, c'est la crosse. Mais dans les faits, c'est le hockey sur glace. Je dis Québec depuis tout à l'heure, excuse-moi, je ne suis pas... Peu importe, Québec, Canada, c'est pareil pour le sport. Là. Enfin, le Canada, tu vois, l'équipe de hockey sur glace de Canada, elle a un préparateur mental. C'est certain. Eh oui, et il entraîne individuellement quand les gens ont besoin, et il entraîne en équipe quand l'équipe a besoin. Et ben, il devrait y avoir un préparateur mental dans chaque hôpital. Oui. Ça devrait être obligatoire. En fait, à mon sens, c'est l'évolution absolue. C'est ça, c'est qu'il y ait un préparateur mental dans chaque bloc, tu vois, pour au moins les soins critiques. Ben, tu vois, tu parlais des États-Unis qui sont un peu précurseurs. Dans certains hôpitaux américains, maintenant, il y a ce que j'appellerais un directeur du bien-être. Ouais. En anglais, wellness officer, je crois. Donc, donc peut-être, on tend vers ça. Peut-être... Mais attention, je vais te reprendre parce que, tu vois, sur la terminologie de ta phrase, je vais pinailler, tu dis le bien-être. Mon travail ne se situe absolument pas dans le bien-être. Le bien-être va être une conséquence. Tout à fait. Non, ben, 100%. Non, mais tu vois, souvent, les gens ne comprennent pas la différence entre coach, préparateur mental, psychologue. Alors, les trois sont différents. Mais en gros, le métier d'un préparateur mental, c'est de te rendre performant au bon moment. Tout à fait. Tout à fait. Autre chose. En fait, je vois ton travail comme étant une pétale, si tu veux, d'une plante qui vise finalement à avoir un bien-être le plus optimal possible pour avoir un système qui est le plus performant possible. Au congrès, cette année, on parlait, dans le cadre, je parlais des collègues qui se sont enlevés la vie. On avait une session un peu sur cette situation-là. Puis, je faisais l'analogie sur... le burn-out en médecine, l'épuisement professionnel, les chiffres montrent que peut-être jusqu'à 50% des médecins sont dans un état d'épuisement professionnel. Puis là, je dis, écoutez, il y a beaucoup des interventions que l'on fait, on vise les interventions personnelles, là, de dire au médecin, prends soin de toi, repose-toi, prends pas trop d'alcool, évite les drogues, tout ce qu'on peut imaginer comme recommandation. Puis là, je dis, écoutez, c'est comme si on n'attaquait pas le problème de front, qui est le système. Donc, puis là, je faisais l'analogie. Si on a des enfants qui jouent le soir là, dans un pré, puis les enfants se font piquer par des moustiques,
Alors que là, on va mettre de la crème aux enfants, on va leur dire n'allez pas dehors quand le soleil se couche, mais en fait, le problème des moustiques, c'est parce qu'il y a un marais contaminé à 100 mètres, mais le marais, c'est le système. Donc, toi, c'est une pétale, mais moi, je vois ça comme un tout qui, finalement, nous permet d'atteindre un niveau de satisfaction le plus optimal au travail pour le bien-être de tout le monde, des patients. Là. Ouais, non, c'est vrai, tu as raison. Et puis, je pense que c'est quand même un message important. Moi, je suis pro préparation mentale à l'hôpital, bien sûr, mais la meilleure des préparations mentales ne dédouane pas les structures d'arrêter d'être toxiques, quoi. C'est-à-dire que il y a deux travails à mener de front. Je pense que les personnels des hôpitaux doivent prendre soin d'eux, apprendre à prendre soin d'eux, et prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses pensées, prendre soin de son système nerveux et de son corps, de son enveloppe corporelle. Mais ça ne dédouane pas du tout la structure d'arrêter de prendre les soignants pour des cons, d'arrêter de les faire travailler sans moyens en leur demandant toujours plus, avec la règle sacro-sainte toujours derrière de le patient, enfin au nom du patient, pour en sauver un, on en abîme 10, quoi. Et il y a un moment où c'est complètement débile. Donc voilà, il ne faut pas prendre la préparation mentale comme la panacée qui résout tous les problèmes de la société. Je pense que voilà, c'est notre responsabilité à chacun de prendre soin de nous et d'apprendre à nous réguler. Ça reste quand même la responsabilité d'une structure de soins d'offrir les meilleurs soins possibles, donc les professionnels de soins les mieux disposés possibles. Écoute, mon cher, ça fait un excellent tour d'horizon donc de ton travail. Je trouve ça fascinant. Là. Je suis certain que ça va faire réfléchir plusieurs collègues donc, qui vont t'écouter. Puis j'espère aussi la population qui va comprendre un peu plus en quoi ton travail, notre travail consiste. Grégoire, il y a toujours une petite baguette magique. Pas toujours, mais souvent, là, dans mes balados, là, on atterrit ça un peu tranquillement. Donc, je te tends une baguette magique virtuelle, puis je te laisse modifier le réseau de santé français instantanément. Ouais. Tu peux apporter la modification de ton choix. C'est immédiat. Tu ferais quoi? Je suis nommé préparateur mental de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui est mon hôpital de cœur. D'accord. Je m'occupe à la fois de toutes les équipes et à la fois de toutes les équipes de soins critiques, bloc opératoire, réanimation, SSPI, et puis je m'occupe individuellement de chacun des agents. Ça te prendra une équipe quand même. Ouais, ça me prendrait une équipe, je coordonne ça, mais ça serait l'évolution pour moi, ça serait l'évolution ça serait un truc fantastique. Excellent. Que la préparation mentale soit intégrée au même titre que la préparation technique, que la préparation opérationnelle, que la préparation médicale. Et dis-moi, as-tu une rencontre de rêve, une personne que tu aimerais rencontrer vivante ou décédée? Donc, Alors, j'ai un petit cercle de copains dans ma tête qui m'aident à réguler un peu mes pensées, à prendre des décisions. Donc, il y en a plusieurs. Ça va de Napoléon Hill à Gandhi, en passant par le commandant Kiefer. Et il y en a un que j'aime beaucoup, avec qui je discute souvent, c'est William Wallace. Bon, il est un peu mort, mais j'aimerais avoir une discussion avec William Wallace parce que je trouve fascinant cette lutte qu'il a eue pour la liberté et la force et le courage qu'il avait pour défendre ses convictions. Donc ça serait la personne morte. Et puis, s'il devait y avoir une personne vivante, ça serait, je pense, Isaac Hadjar, le pilote de F1 de Red Bull, le jeune pilote français. OK. Parce que je trouve ça juste incroyable, à 20 ans, de conduire des bolides qui coûtent 2 millions d'euros et de rouler à 300 km/h, d'arriver à être lucide et à supporter toute la pression médiatique. Et je pense qu'on aurait une discussion très intéressante sur la pression, la performance et la récupération. Donc ça me plairait bien. Écoute, c'est une belle façon de conclure, mon cher. Donc, Grégoire, merci. Puis, de rien, c'est moi qui te remercie, Jean-Pierre. C'était très intéressant. Et je l'espère au plaisir d'une prochaine rencontre. Quand tu veux. Excellent. N'hésite pas. Merci. Merci, et puis merci à tous tes auditeurs. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.